Bien, allez, 12 heures, 12 heures 3 minutes. On va pouvoir se lancer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre, encore très nombreux aujourd'hui, puisqu'on a déjà dépassé à 12h03 la barre des 200 connectés. Nous savons aussi qu'il y a de très nombreux visionnages de nos replays, donc c'est très bien. Comme d'habitude, hein, Benjamin vous rappellera en fin de webinaire qu'il y a bien sûr mise à disposition du support et de la rediff, bien évidemment. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous traiter? Eh bien, en fait, on va bien évidemment traiter tout d'abord du RGPD, bien évidemment, avec d'ailleurs la présence de Maître Alexandre Etamal et on reviendra sur les présentations juste après. Ça va être la plus grosse partie en fait de ce webinaire, je pense au moins la première demi-heure avec un petit temps de questions-réponses avant de basculer sur quoi? Sur l'audit de surveillance, donc avec une version un petit peu édulcorée ici pour cette intervention et encore en fin de webinaire, un nouveau temps de questions-réponses un peu plus spécifique sur les audits de surveillance et ou bien évidemment sur l'utilisation du logo. Et on vous invite d'ailleurs d'ores et déjà, si vous le souhaitez, à adresser dans le chat vos questions, plus particulièrement en lien avec le RGPD, pour qu'on puisse commencer à les lister pour notre fin d'intervention. Alors, on a eu déjà en amont, et là aussi, on vous remercie de nous avoir adressé des questions. Donc, restons, on va dire, humbles par rapport à l'objectif de cette intervention. C'est un webinaire, hein, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un colloque sur le RGPD. Donc, loin de nous l'idée de pouvoir tout traiter. On sera peut-être d'ailleurs, on va dire, sur des rappels de notions essentielles, peut-être un petit peu sur une notion de vulgarisation du RGPD. Ceci étant, aussi quand même une clarification importante tout de suite. On a eu beaucoup de questions. Calliope, RGPD, quel indicateur, quel élément de preuve présenté? Alors, on va déjà tirer un trait sur tout ça. Sachez que les certificateurs que nous sommes ne contrôlent pas le RGPD, pas plus qu'on va être amené à contrôler votre conformité au RGPD. Ce n'est pas notre rôle, hein, ni notre mission. Et pour ceux qui cherchent à trouver où se trouve le RGPD dans le guide de lecture et ou dans les différents indicateurs, il n'y a pas de lien entre Calliope et le RGPD. On peut bien sûr trouver des passerelles, mais ce n'est pas l'objectif. Et gardez aussi une idée forte, c'est que tous les organismes de formation sont concernés par le RGPD, que ce soit pour leur public interne et ou externe, et on y reviendra après. Alors, qu'allons-nous avoir pour l'audit de surveillance en deuxième partie? Toujours avec Raphaël. Toujours le même, hein, Marc, hein. Comme je l'ai déjà dit précédemment, chargé de mission système de management de la qualité ici à l'ISQ. Mon travail consiste donc à vérifier la bonne application des process, car nous sommes accrédités COFRAC sur la 17065 pour délivrer les certificats Calliope. Et donc, nous sommes nous-mêmes également audités. Et donc, nous avons des règles à respecter, des éléments de preuve à fournir, tout comme vous. Et donc, voilà, c'est essentiel de mon travail. Et je réalise également depuis peu quelques audits Calliope. Donc, certains auront peut-être la chance de me voir en audit. On espère la chance. Allez, un petit clin d'œil. Non, non, il est toujours bienveillant comme les auditeurs de l'ISQ. Et pour ma part, Marc Berger, il n'a pas changé. Un peu plus de cheveux blancs, un peu plus courts depuis le dernier webinaire. Toujours tentant la formation, auditeur et en charge des opérations et du développement. Et aujourd'hui, nous avons qui? Pas encore sous applaudissements, il pourrait peut-être vous faire pleurer d'ici la fin de son intervention. Maître Alexandre Etama. Alors Alexandre, qui es-tu? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis rentré, je suis avocat en droit des affaires et je suis rentré dans le monde de la formation avec la réforme de 2002, dont tout le monde se souvient. Donc, je suis spécialisé dans une matière que les tribunaux ne connaissent pas, mais que l'administration connaît très bien. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la loi informatique et liberté. Et à cette occasion, j'ai fait des mises en conformité pour des organismes de formation. Donc, je connais très bien vos problématiques.
Parfait. Donc, Alexandre va nous accompagner et on le remercie. Vous avez bien sûr ses coordonnées. Vous les retrouverez sur le support si d'aventure vous aviez des questions ou besoin de ses services. C'est le petit coup de pouce que l'on peut proposer ici. Alors, en fait, RGPD, on s'aperçoit quand même que c'est une histoire assez longue, mais si on devait se faire un peu une frise, hein, comme à l'école chronologique, Alexandre, quels sont les grands temps forts alors? Alors, ce qui a tout déclenché, c'est le projet de loi Safari. Le Monde avait titré La chasse aux Français et il en était résulté un rapport, le rapport Tricot en 77 ou 78, puis la création de la CNIL. Donc, la CNIL, c'est la première autorité administrative indépendante en France, qui a été ensuite, le modèle a été suivi dans divers domaines. Et en gros, dès le début, c'était la déclaration des traitements à la CNIL, et puis après, on oubliait la loi informatique et liberté, la CNIL, on oubliait tout. Et en gros, il y a eu la directive européenne qui est venue renforcer les droits, puisque à chaque fois, c'est la question, c'est de renforcer les droits des personnes et les pouvoirs de la CNIL, jusqu'à l'arrivée en 2018 du règlement européen. Alors là, c'est vraiment la grande modification. En 2018, tout le monde commence à s'affoler, tout le monde commence à parler de données personnelles, protection, CNIL, etc. Et surtout parce que le RGPD prévoit des sanctions très, très, très importantes. Et puis là, nous sommes en 2022 et plus personne ne pense au RGPD. C'est reparti comme avant, on va dire. Bon, alors on va revenir sur. Alors, bien sûr, on parlera des sanctions un petit peu plus tard. Je sais que tu as prévu quelques exemples pour illustrer quels sont les risques et en tous les cas les jugements qui ont été rendus. Alors, en fait, pourquoi le RGPD alors? Qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé en 2018 à ce règlement européen? Eh bien, on a eu un grand boom là dans les dernières années avec tout le monde a un téléphone portable maintenant. Pour regarder ses comptes en banque, on utilise le portable. Pour les impôts, en fait, tout devient numérique. Les gens partagent de plus en plus leurs données, les photos, tout ce qu'on peut imaginer sur les réseaux. Et tout se fait de plus en plus par le biais d'Internet. Donc, en fait, il y a énormément de données qui partent dans la nature, on ne sait pas vraiment comment, et il était nécessaire d'encadrer tout ça, et surtout au niveau européen. Donc, harmoniser au niveau européen la protection des données personnelles, les sanctions des manquements, et aussi bien réglementer les transferts de données hors de l'Union européenne. Très bien. Et alors, quels sont les objectifs majeurs, si on doit en retenir quelques-uns? Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, à mon sens, c'est que donc, pendant 40 ans, on déclarait nos traitements à la CNIL, et puis après, il ne se passait plus rien. Maintenant, la logique a complètement changé. On devient responsable de la collecte des données, la façon dont on collecte, la façon dont on les traite, dont on les utilise, dont on les communique aux personnes qui sont habilitées à les communiquer, la protection, l'information des personnes, l'information en interne, en externe. Il y a vraiment une responsabilisation des acteurs de la collecte. Alors, la CNIL a toujours parlé d'organisme. Alors, quand on entend parler d'organisme, ça concerne aussi bien la multinationale comme Facebook que l'entreprise individuelle au fin fond de la France. À partir du moment où on collecte des données, eh bien, le règlement s'applique et on est également responsable donc, de la collecte des données et de la sécurité des données. Donc, avec un renforcement des droits des personnes, sur notamment l'exercice des droits, mais ça on le verra plus tard. Alors, la grande innovation aussi, c'est les contrôles, parce qu'avant, la CNIL avait un rôle un petit peu de, on va dire, de grand frère qui, quand elle faisait un contrôle, disait bon bah ça c'est pas bien et elle faisait une mise en demeure en fait de se mettre en conformité. Là l'organisme faisait tout, mettait le paquet pour se mettre en conformité selon ce qu'avait dit la CNIL
et puis après, on repartait un peu dans l'oubli. Alors que maintenant, ce rôle pédagogique de la CNIL, c'est fini. Elle a été pédagogique en 2018, très, très, très pédagogique au moment de l'entrée en vigueur du RGPD. Et maintenant, c'est l'heure des sanctions. Et on y reviendra d'ailleurs sur ces sanctions tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, pour les organismes de formation, c'est très important, puisqu'on verra tout à l'heure qu'on a de multiples occasions de collecter en fait des données. On verra quel type de données d'ailleurs. Et gardons bien à l'esprit hein, qu'en tant qu'organisme de formation, groupe d'éducation, hein, que j'accueille tout autant, pas une auto-école, que je fasse du SST, que je sois là pour former sur des titres RNCP dans le cadre de l'alternance, que je fasse du bilan de compétences ou de la VAE, eh bien oui, en fait, il y a beaucoup d'interactions avec les financeurs, les bénéficiaires, les certificateurs pour lesquels eh bien, vous allez présenter vos candidats. Donc c'est vrai qu'il y a en fait un flux d'informations, quelquefois même que l'on ne soupçonne pas, et je ne parle même pas, bien sûr, des données de nos salariés, bien évidemment. Alors, on a commencé un petit peu à l'évoquer, hein, Alexandre, mais donc, est-ce qu'il y aurait d'autres changements que tu n'aurais pas évoqués par rapport à ce qui existait avant? Non, puisque en fait, les principes des données, la CNIL avait déjà, avec les diverses modifications de la loi informatique et liberté, les précisions apportées par la CNIL et les juridictions, on avait quand même un cadre qui est quasiment celui que propose le RGPD. Vraiment, c'est la responsabilisation des acteurs qui est très importante et qui constitue vraiment une évolution. Euh, la- Cette responsabilité, en fait, elle est très large puisque vous devez informer vos salariés sur leurs droits. En pratique, il faudrait procéder par voie d'affichage, par voie de mail, et c'est ce qu'on appelle documenter parce que, comme vous le voyez là, le dernier point de la slide, c'est le principe d'accountability, c'est-à-dire que on doit pouvoir démontrer à l'autorité de contrôle qu'on respecte bien les obligations qui sont mises à notre charge par rapport aux données personnelles, ce qui veut dire documenter au maximum, montrer qu'on fait les choses bien, qu'on a des process. Alors là, il y a des exemples. Moi, quand je fais soit un audit ou soit je fais une mise en conformité d'une société ou d'un organisme de formation, j'ai des modèles qui sont tout prêts. En fait, ça fait peur, mais c'est très, très simple, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu peut-être le lien que certains recherchaient entre Calliope et le RGPD, parce que là aussi, Calliope, certains ont parlé de la terreur de la preuve, donc là aussi, on est amené à devoir documenter, à devoir présenter des éléments de preuve factuels qui démontrent que ben, ce que je dis faire, je le fais réellement. Alors, c'est vrai qu'on a dit hein, qu'aujourd'hui, quels sont les avantages peut-être pour des organismes de formation? Il y a certes une contrainte, mais maintenant quand même, aujourd'hui, c'est peut-être d'un point de vue commercial, lorsqu'on est conforme avec le RGPD, c'est d'apporter une certaine assurance auprès de ses clients et donc de développer un impact positif sur notre image de marque. Normalement, ça devrait nous aider à avoir une meilleure efficacité de nos actions commerciales puisque nos informations sont censées être mises à jour et il y a tout un délai de conservation. On est censé aussi peut-être réfléchir à nos process pour savoir si ce que je collecte, j'ai besoin de le collecter. Donc peut-être qu'on pourrait minimiser aussi les informations récupérées. Et par contre, ça va de soi. En tant que consommateur, on attend aussi des entreprises avec qui on va contractualiser qu'elles s'assurent de la sécurisation de nos données personnelles. Donc forcément, eh bien, nos clients vont attendre la même chose de leur côté, cette réciprocité. Alors, en fait, ici, un point important, surtout Alexandre, on parle donc de traitement de données. Mais alors, qu'est-ce qu'une donnée? Alors, une donnée, c'est toute information qui permet d'identifier une personne. Alors, bon, très simplement et très évidemment, le nom, le prénom, l'âge, date de naissance, etc. Mais surtout des données qu'on peut penser a priori qu'elles ne sont pas considérées comme des données personnelles, mais qui le sont si on fait des croisements. Par exemple, un prénom, un âge et une adresse. Donc, en regroupant les trois, on peut identifier la personne.
alors que prise individuellement, chaque information n'est pas identifiante. Donc, il faut faire très attention. Euh, le côté indirect, on peut y tomber très rapidement. On a l'impression qu'on collecte des données qui ne sont pas vraiment personnelles, mais quand on les combine, elles sont identifiantes et ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Et, Après, oui, et alors, qu'est-ce qu'une donnée sensible aussi, Alexandre? voilà, alors les données sensibles, ça, on devrait instinctivement se dire que c'est sensible puisque ça concerne les opinions politiques, l'origine raciale, le handicap. Alors, par exemple, sur le handicap, vous, en tant qu'organisme de formation, vous recevez des personnes handicapées. Vous recevez des personnes de toute race, de toute origine, euh, qui ont des conditions de santé peut-être qui peuvent avoir une importance pour vous comme information. Il ne faut pas oublier que ce sont des données sensibles. Et en tant que données sensibles, il faut les manipuler comme de la nitroglycérine. Donc, plutôt éviter, sinon on rentre dans des obligations qui sont un petit peu contraignantes. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on sait qu'avec Calliope, il y a eu une emphase en fait, sur les PSH, donc les personnes en situation de handicap. On sait qu'un certain nombre d'organismes ont développé des fichiers pour justement tracer quels sont les aménagements qu'ils mettent en place, ne serait-ce qu'en pensant à une certification, de mettre en place un tiers-temps qui est documenté avec le nom de la personne. Et forcément, eh bien, en essayant d'être en conformité avec certains attendus Calliope, on peut potentiellement se mettre en danger avec nos obligations en lien avec le RGPD. Et d'ailleurs, Dieu sait qu'aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation, on va collecter des informations, multitude d'informations et à plein de moments. On va parler des fiches contacts du site internet, on va parler éventuellement d'une présence sur un salon pour nos groupes d'éducation lorsqu'ils font leur fameuse JPO, alors j'en ai porte ouverte, qu'elle soit distancielle ou présentielle. Il y a le dossier d'inscription, un devis, une proposition financière, l'inscription à une certification où vous allez inscrire vos stagiaires ou vos bénéficiaires à l'examen ou à un jury de VAE par exemple. Vous allez aussi collecter éventuellement des données concernant les membres des jurys qui vont valider peut-être une VAE ou le diplôme. Vous avez aussi, on sait dans certaines formations, si vous faites une POEC ou une POI, peut-être devoir collecter un certain nombre d'informations, même en lien avec le numéro de sécurité sociale, voire même quelquefois des éléments en lien avec la CAF. Donc, vous voyez qu'on peut avoir de très, très nombreuses informations et en particulier certaines très sensibles, surtout si on est même avec des demandeurs d'emploi pour lesquels la présence peut conditionner des rémunérations. Donc oui, nous sommes un petit peu quand même en terrain miné. Alors maintenant, Alexandre, on sait ce qu'est une donnée, mais alors qu'est-ce qu'un traitement de données alors? Alors, c'est toutes les opérations qu'on peut faire sur les données avec un ordinateur, avec un tableur Excel, euh, alors là, je pense que tout le monde a une idée claire de ce que peut être un traitement. Alors là où il faut faire attention, c'est que les fichiers papier suivent le traitement. Cas typique, la paie ou la comptabilité, puisqu'on a toujours des éléments papier qui euh, sont en lien avec les traitements de données automatisés. Donc là, la CNIL a toujours fait suivre le sort des fichiers papier à ceux du traitement. Donc, par exemple, les notes. Alors, dans les notes sur les traitements, donc là, c'est très simple. C'est intégré au traitement. Vous avez un champ notes où vous pouvez apporter des précisions sur un client, sur un stagiaire, sur ce que vous voulez. Mais de la même façon, si ces notes, vous les prenez à la main et que vous les mettez dans un classeur, eh bien, ces notes-là, en cas de contrôle, elles sont regardées. Et si on trouve des données sensibles, absence de consentement au moment de la collecte, etc., on se fait taper sur les doigts. D'accord, donc il n'y a pas que le digital, il n'y a pas que ce qu'on va trouver dans nos systèmes informatiques, mais si on est encore avec nos bonnes vieilles armoires et nos dossiers papier, je pense souvent aux dossiers d'inscription dans certains groupes, bien évidemment, on va être concerné. Alors, une notion essentielle toujours, ici, qu'est-ce qu'un traitement automatisé?
Automatiser, c'est que les choses se font automatiques. L'exemple d'une feuille Excel, tout le monde la connaît. On peut obtenir des listes par âge, par ordre alphabétique, ce qu'on veut. Donc, on traite de façon automatique. Après, si on va un petit peu plus loin, de façon automatique, on peut repérer qui habite dans tel secteur pour faire des campagnes publicitaires, etc. Donc là, il faut avoir conscience que quand on collecte des données, c'est toujours dans une finalité. Par exemple, si vous avez le fichier des personnes qui sont inscrites à vos formations, ce fichier-là ne se transforme pas automatiquement en fichier de prospect pour des mailings ou des informations, des newsletters. Il faut le consentement de la personne au moment où on collecte cette information. Ok, donc on va revoir ça. D'ailleurs, ça nous permet de basculer. On va dérouler un certain nombre de grands principes du RGPD. Alors, la fameuse licéité, de quoi parle-t-on? Voilà, donc là, avec les exemples que j'ai donnés au fur et à mesure, je pense qu'on a compris un petit peu la logique et le RGPD, eh bien, il met cette logique noir sur blanc. Donc, licéité, loyauté et transparence, ce sont des principes. En fait, la licéité, aujourd'hui, on a des fondements qui permettent de collecter les données. Donc, par exemple, vous, c'est le contrat, c'est la loi. Par exemple, le Code du travail, quand il vous oblige à prendre un certain nombre d'informations par rapport à vos stagiaires, eh bien, ça, c'est ce qui fonde votre collecte. Pareil, quand vous faites un contrat de formation, c'est le contrat qui fonde votre collecte. Donc là, on est dans la licéité. Ensuite, la loyauté, c'est que si vous dites que vous collectez une information dans tel but, ce n'est pas dans tel autre. Et là, c'est là que la documentation est importante, puisque en cas de contrôle, il faut prouver que le but de la collecte est respecté. Ça, on le verra plus tard, mais je le dis ici puisque ça a du sens. La plupart des condamnations aujourd'hui des autorités de contrôle, que ce soit en France ou à l'étranger, dans l'Union européenne, il y a beaucoup de traitements d'utilisation qui sont déloyales ou de collectes qui sont déloyales. Et la transparence, c'est bien indiquer pourquoi on collecte la donnée et pas pour autre chose, informer des droits, les droits qu'on verra plus tard, qui sont les droits des personnes. Voilà, Ok. donc là, ce qu'il y a dans l'article 6, si vous regardez bien, vous n'êtes pas concerné par tout. Par exemple, le traitement qui est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ça, vous n'y serez jamais. Bon, c'est une bonne nouvelle. En tous les cas, c'est vrai que les slides sont un petit peu chargés en texte, mais c'est aussi pour que Mais nous… en même temps, c'est le RGPD qui veut ça. Donc, Bon, donc c'est vrai que là-dessus, on nous excusera, mais ça permettra aussi d'avoir un support complet pour ceux qui le récupéreront, bien évidemment. Autre grand principe, la limitation donc, des finalités, a déjà un petit peu évoqué. voilà, donc la finalité, on la détermine dès le départ, explicitement, donc on évite d'être vague. Donc la finalité, par exemple, quand vous faites un contrat ou quand vous faites des inscriptions sur Internet pour des cours à distance, eh bien, toutes les données que vous collectez sont nécessaires à la finalité de la collecte, c'est-à-dire que vous ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin, vous expliquez pourquoi vous en avez besoin, et la légitimité, en fait, elle en découle. Quand on ne collecte pas plus que ce dont on a besoin, on reste dans le cadre et la CNIL ne vous fera jamais de mal. Bon, ça va. Après, autre grand principe, minimisation des données et exactitude. Voilà, donc la minimisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le strict minimum. Quand vous inscrivez quelqu'un pour une formation, vous n'avez pas forcément besoin de son téléphone portable, sauf si il y a des nécessités pratiques pour vous d'avoir le téléphone portable.
des stagiaires. Pareil pour l'adresse mail, s'il y en a besoin, oui, il faut dire pourquoi. Donc, le principe de minimisation, c'est on prend le strict minimum et au regard de la finalité. Donc, en général, l'exactitude, alors après, Alexandre? Voilà, alors l'exactitude, c'est par exemple soit une personne qui a mal noté et qui souhaite que ce soit rectifié, soit une personne qui a déménagé et qui souhaite une rectification. Toutes les données, en fait, doivent être tenues à jour. Ce qui n'est plus à jour n'a plus aucune raison d'être, donc il faut corriger. Alors, ça peut être fait évidemment à la demande de la personne concernée, mais aussi ça doit être fait par les organismes, on va dire de façon spontanée, pour effacer ce qui manifestement n'est plus à jour ou dont on n'a plus besoin, ou qui est inexact, ou qui ne répond plus aux finalités, puisqu'on avait trop collecté à l'époque, on n'était pas RGPD friendly, donc c'est le moment de faire le ménage. Donc c'est vraiment une culture, le RGPD nous oblige à avoir une conscience de la donnée, une conscience du droit des personnes et une responsabilité, donc de faire le ménage souvent dans les dossiers. Moi, je sais que quand je fais des audits, alors c'est très drôle parce qu'il y a des personnes qui ont comme ils sont sentimentaux vis-à-vis des données qu'ils ont collectées. Par exemple, les DRH, eh ben, ils gardent des données qui ont 20 ans, mais ils se disent « Ah, mais si jamais la personne en a besoin… Non, 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 là, on est complètement hors RGPD, il faut s'en débarrasser. On ne garde pas d'archives comme ça parce qu'on y est attaché et qu'on a l'habitude. Donc, si on résume ici, on fait le ménage très souvent. C'est vrai que l'expression faire le ménage de printemps, peut-être que tous les printemps pourraient être un bon timing et surtout pas de nostalgie ici à avoir. Bon, confidentialité. Voilà. Ouais, pardon, vas-y. Là, c'était une bonne transition en fait avec la limitation de conservation, puisque les données elles doivent être conservées le temps nécessaire. Alors, l'exemple qu'on me demande souvent, c'est les prospects ou les candidats à un poste. Eh bien, là, il faut en fait penser en termes de logique. Un prospect, combien de temps il reste un prospect? Une personne, si vous lui avez envoyé des mails pendant 6 mois et qu'elle n'a jamais mordu à l'hameçon, elle ne va pas rester prospect toute sa vie. Une personne qui vous a confié son CV, vous pouvez le garder 2 ans. En général, c'est une durée qui est admise. En fait, la CNIL, à ce niveau-là, au niveau de la limitation de conservation, dans ses vérifications, elle regarde si c'est pertinent. En amont, ce qu'il faut faire, puisqu'on est obligé de définir une durée, il faut qu'on définisse une durée logique. Alors, parfois, il y a des données comme les données comptables ou d'autres données. Là, il y a des textes de loi qui vous obligent à les conserver pendant 5 ans, 10 ans. Donc là, on se tient à la loi. S'il n'y a pas de loi spécifique, eh bien, on reste dans la normale et on essaye de les garder au minimum. Et là aussi, il faut informer les personnes, leur dire que les données seront conservées tant de temps. Alors, information des personnes, alors c'est vrai que nos interlocuteurs, nos bénéficiaires d'organismes de formation, nos stagiaires ont un certain nombre de droits, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'effacement ou d'oubli, le droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité, on ne va pas tout traiter bien évidemment, et droit d'opposition, mais il nous reste un point important ici encore, Alexandre, le privacy by design en fait, et privacy by default, de quoi s'agit-il? Oui, Avant de passer aux sanctions. Là, on va dire que c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que dès la création d'un traitement, dès que vous avez l'idée de mettre en place un traitement, il faut, dès le départ, penser à tout. Donc, que ce soit de l'information, la sécurité des données, je veux dire la sécurité logique, parce qu'il y a 2 types de sécurité. Il y a la sécurité physique, donc il faut que les ordinateurs soient tous protégés par des mots de passe, que le mot de passe ne soit pas sur un post-it collé sur l'écran. Les personnes qui ont accès au mot de passe, c'est des personnes qui ont une raison
professionnel pour y accéder et le collègue qui ne fait pas les mêmes fonctions, il n'a pas le droit d'y accéder, donc il n'a pas le mot de passe. En fait, c'est vraiment, et tout ça, donc, comme aujourd'hui c'est à l'américaine dans la documentation, tout ça, il faut l'écrire. Il faut écrire comment on va mettre, quelles vont être les mesures qu'on va mettre en œuvre pour garantir que les données qui vont être collectées soient faites dans une démarche RGPD friendly. Alors justement, après, on va passer aux sanctions. Moi, je vois que le temps passe vite, donc on verra comment on va aménager la fin du webinaire. Et bon, peu important. Aujourd'hui, donc, quels sont les risques en termes de sanctions? Pardon? Quels sont les risques que nous avons en termes de sanctions? Alors, en termes de sanctions, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, c'est devenu très sérieux puisque les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel de l'établissement ou 20 millions d'euros, et c'est le montant le plus important qu'on retient. Il faut voir les condamnations qu'il y a eu, Carrefour, H&M. Là, je te les mets à l'écran. En fait, voilà quelques exemples. Voilà, Carrefour, bon, c'est 3 millions d'euros, mais c'est sérieux. Donc, défaut d'information des personnes de leurs droits. Donc, ça peut paraître très bête parce que l'information des droits, ça tient en une ligne. Donc, ça fait cher la ligne. Donc, la CNIL fait encore des mises en demeure. C'est-à-dire que quand il y a des manquements, là, on voit que c'est avec les cookies, puisque les cookies, c'est une vraie problématique. L'information, c'est primordial. Il faut informer, il ne faut pas obliger les personnes. Mais la CNIL donc, met des amendes, mais elle fait encore des mises en demeure. Une mise en demeure, ça veut dire elle indique tous les points, tous les articles sur lesquels vous avez péché et vous donne l'occasion de vous mettre en conformité. Alors là, je peux vous dire que c'est le branle-bas de combat dans la société. Tout le monde se consacre à ça pendant une bonne quinzaine de jours avec l'aide de plusieurs avocats parce que c'est assez pointilleux, très, très pointilleux, très rigoureux comme travail. Et vous voyez que voilà, même un hôpital a été condamné à 112 000 euros pour violation de l'article 9 sur la protection des données des patients. Bon, c'est vrai que quand on voit les hôpitaux avec un poste pour 3 personnes, et vous avez toutes les données qui sont quasiment toutes sensibles et tout le monde peut y avoir accès, même parfois en tant que patient, on peut voir ce qu'il y a sur l'ordinateur pour les personnes qui étaient avant nous. Donc, il faut vraiment être dans une logique de protection de la donnée. C'est vraiment quelque chose d'important et malheureusement, il n'y a que la sanction financière qui fait prendre conscience des enjeux de cette protection. Alors là, Alexandre, hors slide, hein, c'est qui contrôle, combien de contrôleurs et qu'est-ce qui fait qu'on risque d'être contrôlé? Alors, aujourd'hui, c'est moderne, donc c'est la CNIL. Au sein de la CNIL, vous avez des inspecteurs. Alors, les inspecteurs, ils ont la carte tricolore. Tous les membres de la CNIL ont la carte tricolore, comme la police, les huissiers de justice. Et sur leur carte, il y a marqué que même les députés doivent leur laisser champ libre pour investiguer. Donc, en général, ça commence par un contrôle en ligne. Donc, si vous avez un site, eh bien, ils commencent à cliquer à droite, à gauche. Ils font comme si ils étaient un client ou un stagiaire potentiel. Et puis là, ils regardent comment vous collectez les données. Donc là, s'il y a une petite lumière rouge qui s'allume, une deuxième, une troisième, une quatrième, donc là, ils partent voir dans le détail et ils vous donnent rendez-vous. Et donc là, vous avez un spécialiste juriste accompagné d'un spécialiste en matière informatique. Super, ok. Ils sont nombreux, nos inspecteurs? Alors, ils sont pas très, très nombreux. Là, ce qui les aide à multiplier les contrôles, c'est ce que je disais, c'est à distance. Après, effectivement, comme un petit peu dans tous les domaines en France, on manque de moyens. Donc, effectivement, moi, pour l'instant, je n'ai pas vu d'organisme de formation qui ait été contrôlé ou sanctionné.
faut croiser les doigts pour que ça continue. Ça veut peut-être dire aussi que vous êtes de bons collecteurs de données. Mais effectivement, vous êtes, comme tu le disais, Marc, à l'introduction, vous collectez beaucoup de données, vous avez beaucoup d'interlocuteurs et il est très important en fait pour vous de savoir quels sont vos traitements et de les cartographier. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est commencer à cartographier vos traitements pour avoir une idée du pourquoi et du comment de votre collecte. Alors justement, hein, je vais faire défiler quelques slides pour qu'on puisse essayer de rester quand même dans notre timing. Donc, c'est vrai, dans les conseils, donc tu évoquais cartographier, qui est une chose importante. Il y a une autre question qui est revenue très souvent, qui est est-ce que nous avons besoin d'un DPO? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que même moi, j'irais petite OF avec 2 ou 3 salariés, je dois avoir un DPO? Alors, le DPO n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Ça concerne surtout les organismes publics et les sociétés qui traitent des données particulièrement sensibles ou alors à très grande échelle. Là, ils ont l'obligation de nommer un DPO. Pour le reste, c'est très, très, très vivement conseillé d'avoir un DPO. Alors, pour les petites entités, il y a la possibilité de nommer un DPO externe et de mutualiser en fait un DPO, puisque le gros du travail est dans la mise en conformité, donc l'audit. Une fois que vous avez été audité, que votre DPO externe vous a donné la documentation, vous a expliqué ce qu'il fallait faire, après vous en interne, il faut essayer de maintenir un petit peu la flamme du RGPD en continuant à informer, en veillant à ce que les futurs traitements soient RGPD compatibles, etc. Mais vraiment, si vous tapez DPO CNIL, la première chose que vous trouvez, c'est très vivement conseillé. D'accord, alors là aussi, hein, puisque toujours pressé par le temps, j'ai sauté 1 ou 2 slides, mais une qui me paraît important ici, c'est, tu nous dis souvent, il faut se préparer. Alors, se préparer à quoi? Et là, je vois que c'est un petit peu au pire, on dirait. Non, en fait, il faut vraiment se préparer. Oui, oui, effectivement, c'est un peu ça. L'idée, c'est de se préparer à l'éventuel contrôle. Il faudrait en fait se dire tous les ans, en regardant les traitements, se dire la CNIL peut me contrôler, j'aurai pas de problème. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment mettre en place des procédures. Alors, c'est vrai que ça a l'air compliqué quand on dit une procédure de gestion de sécurité, identification, correction, etc. En fait, ce sont des choses très simples. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettre un mot de passe sur les postes de travail, que ce mot de passe ne soit accessible qu'à la personne qui doit y accéder, que les fichiers soient répartis par personne et que ce soit pas le marché où tout le monde, où le commercial peut aller piocher. Vous voyez, c'est vraiment ça. Après, il y a cette question du signalement d'une intrusion en fait dans vos systèmes d'information et qu'il faut le notifier à la CNIL. Alors là, c'est vraiment, si vous êtes victime de hacking de vos données, il faut que vous soyez en mesure de le faire au plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de préparer un modèle de notification. En fait, il faut aller plus vite parce que si on veut limiter les dégâts, il faut que la CNIL puisse réagir directement. Donc, vous avez votre problème, vos données sont parties en Russie ou ailleurs, eh bien, il faut le notifier instantanément à la CNIL et préparer un modèle pour que la CNIL sache quel type de données ont été piratées, le nombre, etc., pour qu'elle se fasse une idée et qu'elle puisse réagir très rapidement. Alors, un autre Oui, point on parle des aussi, meilleurs délais, 72 heures maximum. ouais, c'est ça, oui. Un point aussi qui concerne beaucoup les organismes de formation, puisqu'ils ont de très nombreux intervenants extérieurs et ou de sous-traitants. Quelles sont les précautions qu'il faudrait avoir en lien avec cette situation? Voilà, donc là, c'est une des nouveautés du RGPD, c'est que maintenant, il y a une co-responsabilité. C'est-à-dire que
vos sous-traitants sont responsables aussi eux-mêmes à titre personnel de la gestion des données qu'ils ont par votre intermédiaire, ce qui est une bonne chose, parce qu'avant, il y avait des zones d'ombre. Alors, le contrat écrit, il est important parce qu'il permet en fait de dispatcher les responsabilités et de aussi sensibiliser vos prestataires. Par exemple, si vous avez des formateurs qui sont soit auto-entrepreneurs, soit entreprises individuelles, vous vous doutez bien que la protection des données, ce n'est pas leur souci principal. Donc là, c'est à vous, en tant qu'organisme de formation, de de bien encadrer et de bien préciser toutes les obligations qui seront à sa charge au titre du RGPD. Donc là, c'est vrai que ça alourdit pas mal les contrats de sous-traitance, quand même quelques pages, hein, ce n'est pas quelques paragraphes, c'est quelques pages, mais c'est vraiment important. Alors, aussi la mise à jour de vos contrats de sous-traitance, très simple, par voie d'avenant, où vous mettez toutes les obligations RGPD. Alors, c'est intéressant, Alexandre. On va s'arrêter là parce que le temps tourne. On a peut-être laissé quelques questions, mais il est vrai que lorsque nous observons l'indicateur 27 pour nos interlocuteurs, donc on est plus sur la sous-traitance, et Dieu sait qu'en ce moment, des audits, nous en avons. Il ne me semble pas avoir vu beaucoup de références au RGPD. Donc, peut-être que certains de nos interlocuteurs ont un peu de pain sur la planche. Benjamin, est-ce que de ton côté, tu as quelques questions avant qu'on poursuive? Oui, complètement. On a pas mal de questions en fait, donc je suis navré, mais on ne va pas pouvoir toutes les traiter comme d'habitude. Alors, une question sur les données personnelles des anciens salariés, Alexandre. On nous demande si on doit les supprimer dès que ces anciens salariés ne font plus partie des effectifs, ou est-ce qu'il y a un temps de latence qui est permis? Oui, effectivement, il y a un temps de latence qui est permis. Et ce qui est important, c'est de fixer ce temps de latence, c'est-à-dire qu'il doit être écrit et pareil pour tout le monde, et que la personne doit être informée. Donc après, vous voyez, selon vos pratiques, par exemple, si vous aviez l'habitude de conserver pendant 2 ans, et parce que vous ne trouviez aucun intérêt de conserver au-delà, ou 5 ans, 5 ans pour des raisons comptables ou sociale, garder 5 ans. En fait, il faut fixer une donnée. Il faut fixer une durée, c'est ce qui est important. Très bien. Merci, Alexandre. Une question qui rejoint un peu l'idée de co-responsabilité, finalement. Un organisme de formation qui assure des formations dématérialisées, donc qui passe par des prestataires qui fournissent ces logiciels, nous demande en fait comment est-ce qu'on peut s'assurer de la conformité de la RGPD chez eux, et est-ce que nous sommes responsables si les données qui sont stockées chez eux ne sont pas en conformité, justement? Là, en fait, il y a plusieurs questions parce que celui qui stocke les données, où est-il? Est-ce qu'il est en France, en Europe ou aux États-Unis ou hors Union européenne, comme la Suisse, par exemple? Donc ça, il faut très bien se renseigner dès le départ où se trouve ce prestataire, où sont stockées physiquement les données, puisqu'il y aura des obligations particulières si on est hors UE. Ensuite, normalement, le prestataire doit vous communiquer sur demande toutes les mesures que lui met en œuvre pour assurer la protection des données. Vous avez par exemple sur Internet, pour tout ce qui est transfert de fichiers comme WeTransfer ou d'autres prestataires, vous avez des sites Internet en fait, qui les ont évalués à tous les niveaux par rapport au RGPD, par rapport au transfert de données, etc. Mais vous avez tout à fait le droit de demander à votre partenaire qu'il vous dise ce qu'il fait lui pour éventuellement, dans votre contrat, avec lui, apporter des précisions s'il y a des zones qui ne sont pas claires pour vous. Très bien, merci Alexandre. Une autre question sur l'aspect financier de la chose. On nous demande s'il existe des aides financières à l'accompagnement des organismes de formation, ou toute autre structure d'ailleurs, à la mise en conformité de la RGPD. Ma Que ce soit des connaissance, prestations de conseil, des investissements matériels, des formations des usagers, des choses comme ça.
Alors, à ma connaissance, non. Il y a des formations gratuites à la CNIL, des ateliers, mais c'est réservé aux DPO. DPO, ou les délégués à la protection des données. Sinon, non, il n'y a pas grand-chose en fait pour accompagner, mais je recommande vivement le site de la CNIL, puisque vous avez une foire aux questions qui est extrêmement bien faite, vraiment extrêmement bien faite, où vous avez quasiment la réponse à toutes vos questions. Très bien. Eh ben, Une, on ajoutera dans une, le support ouais, l'URL du site de la ouais. CNIL Une dernière question, avant de l'envoyer. Benjamin. Une dernière? Allez, oui, Allez, après on enchaîne. une Désolé. dernière. Alors, une dernière qui concerne et la RGPD et Calliope. Ah. Donc, on nous dit que les données légales ne peuvent pas être conservées plus de 36 mois selon la RGPD. Est-ce que cette durée entre en contradiction avec des audits Calliope dans la mesure où des preuves pour Calliope avec des données nominatives seraient à conserver plus longtemps que ces fameux 36 mois? Alors là, pour moi, la réponse est assez simple, parce qu'en fait, si vous avez une obligation qui vient d'une administration, de la loi ou d'un décret ou d'une circulaire ou de ce que ce soit, il vaut, vous suivez ce qu'on vous recommande. La CNIL ne vous dira jamais ah, pourquoi vous avez suivi cette recommandation. Après, la CNIL peut estimer que c'est excessif comme durée, mais à ce moment-là, vous aurez juste une mise en demeure sur une autre durée. Mais ce n'est pas un risque, il n'y a pas de risque de sanction. Et ça me Très bien. permet de reprendre la main avec Calliope, Benjamin. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessité, selon Calliope, de conserver X mois. Hein. D'autant plus que normalement, lors des audits, on va essayer de prendre des actions qui se veulent représentatives, donc qui sont conduites d'une façon régulière, et on va aller chercher des actions qui sont plutôt récentes et terminées. Donc, comme je dis souvent en audit, hein, si je viens auditer, vous n'aurez pas allé à la cave chercher les archives de 2019 ou 2015. On va essayer de prendre quelque chose qui date de quelques mois, des mois. Typiquement, en ce moment, on va regarder les actions qui ont été conduites depuis le début de l'année. Bien évidemment, lorsqu'on est sur des groupes d'éducation avec des rentrées qui ont commencé en septembre, on ira chercher les dossiers des jeunes rentrés en septembre, mais on n'ira pas chercher 2019 ou 2020. Alors, déjà, un grand merci, Alexandre. Je sais que tu vas peut-être rester jusqu'à la fin et on va devoir. Alors là, on avait commencé, c'était un petit peu sans filet aujourd'hui, donc on voit que le timing est difficile, Oui. mais nous sommes pleins de ressources pour aller vite. Raphaël a fait une mise à jour de notre cartographie des organismes certifiés au premier semestre, Raphaël. Effectivement, alors on le fait tous les 2 mois à peu près. Donc là, c'est les chiffres qui ont été tirés donc, de la liste de la DGEFP des organismes certifiés Calliope. Donc on peut voir qu'on a toujours une augmentation du nombre de NDA qui a augmenté de 2500 NDA depuis le 17 mai. Et on a également une augmentation de 1800, presque 1900 même, certifiés Calliope en plus, ce qui représente 5% de plus par rapport au mois de mai, et ce qui nous fait un panel de 33% de prestataires certifiés par rapport au nombre de NDA actifs, donc 1 sur 3 est certifié Calliope. Voilà, donc on passe pas trop de temps sur la carte de France, vous la retrouverez en sachant que le classement de toute façon n'a pas changé depuis la dernière fois avec 800, voilà. Donc mais en tous les cas, mise à jour. Donc c'est toujours aussi un élément de veille par rapport à ce qui se passe dans le monde de la formation. Alors audit de surveillance, utilisation du logo, pour essayer de tenir le timing, on avait déjà en fait supprimé un certain nombre de slides, donc on va le faire très court. Raphaël, est-ce que l'audit de surveillance va être plus facile ou plus difficile que l'audit initial? Alors, je ne sais pas si ça sera plus difficile, mais il y a des points de vigilance à tenir par rapport à l'audit initial, notamment à ne pas avoir une trop grande confiance en soi. Comme on a déjà été certifié, on a déjà passé la première étape de se dire ça va rouler à la surveillance, donc rester méfiant. Il y a également des nouveaux indicateurs qui vont être audités, notamment pour les prestataires qui ont bénéficié d'un audit initial aménagé ou qui étaient considérés comme nouvel entrant. Donc, il y a des indicateurs qu'on n'a pas vus. Et cette fois, à l'audit de surveillance, on est obligé de voir tous les indicateurs pour lesquels vous êtes concerné.
Et donc, c'est des indicateurs qui seront à traiter, alors qu'ils n'étaient pas à l'audit initial. On a également des auditeurs qui maintenant ont 2 ans de bouteille, même un peu plus, donc ils maîtrisent un peu mieux le référentiel, les subtilités, les attendus, donc ils sont peut-être plus pointilleux qu'à l'audit initial. Également, le guide de lecture qui a potentiellement évolué depuis votre audit initial. Il a changé en mai 2021, donc la V7 mai 2021. Donc peut-être qu'elle a changé depuis le premier audit et que vous n'avez pas pris en compte ces évolutions. Et également, comme on le verra plus tard, les audits de surveillance sont globalement plus courts que les audits initiaux, ce qui fait qu'il est important d'avoir les preuves directement accessibles et éviter de perdre du temps à les chercher à droite à gauche. Et également, un point technique, notamment où les audits de surveillance sont pour la plupart menés à distance. Donc, bien que ce soit à distance, il est quand même important que vous soyez dans vos locaux à disposition de certains documents qui pourraient ne pas être numérisés, qui sont encore dans un placard. Et donc, si on a besoin d'y accéder, vous pourrez le scanner et nous l'envoyer. Donc, c'est important quand même même si c'est un audit à distance, de rester dans vos locaux. Alors après, juste un petit rappel sur le timing, on a toujours 2 grands lots de certifiés, les 2020 avec 4 ans et les 2021 et suivants avec simplement 3 ans. On constate une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une propension naturelle de tous les prestataires à essayer de programmer l'audit de surveillance le plus tard possible. Pourquoi pas? Pour les 2020, j'ai envie de dire, c'est très bien, puisque de toute façon, même en le programmant au plus tard, avec 4 ans de certification, vous aurez quand même 17 mois de tranquillité. Par contre, j'alerte sur 2 éléments. Un, rassurez-vous, vu que tout le monde fait la même chose, la fin d'année et le premier trimestre 2023 devient déjà très, très compliqué en termes de programmation. Donc, si on avait un conseil à donner ou une recommandation, une invitation, c'est essayez plutôt de faire ça le plus tôt possible plutôt que le plus tard possible. Et c'est surtout que pour nos certifiés 2021 et 2022 qui n'ont que 3 ans, plus vous repousserez ce que vous pouvez faire d'ailleurs, donc on ne peut pas les contre, mais plus vous repousserez l'audit de surveillance, plus vous allez en fait vous enfermer dans une obligation de réaliser 2 audits en 11 mois, l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, parce que celui-ci, vous ne pourrez pas le reculer. On ne peut pas reculer pour mieux sauter, vous devrez vraiment le faire. Et aujourd'hui, l'audit de renouvellement devrait être programmé 4 mois avant la date d'expiration de votre certification. Exactement. Donc forcément, c'est pour ça que vous allez avoir 2 audits en moins d'1 an. Donc, c'est un choix. Ce n'est pas celui que je ferai en tant que dirigeant d'OF et c'est votre choix. Je vous rappelle que c'est nous qui allons vous relancer pour vous inviter à programmer l'audit de surveillance. Si vous deviez souhaiter le faire en présentiel, il y a toujours possibilité de le faire en présentiel. Maintenant, Raphaël, la règle, quelle est-elle sur ces modalités de réalisation? Alors, la règle, c'est que si on a eu un audit initial en présentiel, on part pour le principe sur un audit de surveillance à distance, mais il y a la possibilité de le demander en présentiel si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les outils distanciels ou si vous préférez avoir l'auditeur en face de vous qui vienne dans vos locaux pour vraiment voir. Il y a la possibilité de demander d'avoir l'audit en présentiel. Malheureusement, l'inverse n'est pas possible. Si vous avez eu un audit initial à distance, je pense notamment à ceux durant le premier confinement qui ont pu bénéficier d'un audit initial à distance, l'audit de surveillance, là, c'est obligatoirement en présentiel, c'est la loi, c'est inscrit dans l'arrêté du 9 juin 2019, il me semble, et donc on ne pourra pas faire autrement qu'en présentiel. Alors, on sait aujourd'hui, on nous pose souvent la question, quelle va être la durée de mon audit? Alors, pour tous les certifiés à l'ISQ, vous avez eu, lorsque vous avez contractualisé non seulement un devis et un contrat de certification, qui précisait tout autant les budgets et aussi la durée de l'audit de surveillance, sauf à ce que vous ayez, fait un audit d'extension de catégorie. Vous faisiez formation, vous avez pris VAE, bilan de compétences ou apprentissage, eh bien, en fait, la durée, vous la connaissez. Il faut simplement vous replonger dans votre contrat de certification et ou nous appeler et on vous le confirmera, bien évidemment. On vous rappelle aussi que sur les multisites, il n'y aura qu'un seul site, normalement, qui sera audité, et c'est un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. Il se peut que nous soyons amenés à déroger à la règle, puisqu'on est quand même censé aussi observer l'ensemble des catégories d'actions.
Donc, il se peut que si certains sites ne proposent pas l'entièreté de vos catégories d'actions, il se peut qu'on soit amené à aller voir 2 ou 3 sites. Mais tout ceci est bien sûr défini au moment de la programmation avec l'ISQ. Qu'est-ce qu'on va nous demander d'ailleurs? Tiens, puisqu'on sollicite nos interlocuteurs, Raphaël, sur quelques infos, qu'est-ce qu'on leur demande avant l'audit de surveillance? Alors, effectivement, avant l'audit de surveillance, on envoie ce qu'on appelle, nous, un mail d'appel. Donc, on demande à nos certifiés certaines informations. Qu'est-ce qui a changé depuis l'audit initial? Et donc, on regroupe ces choses-là sous 5 catégories, donc notamment juridiques, est-ce qu'il y a eu des évolutions de votre structure, des rachetés, des fusions, notamment ce genre de choses. Organisationnelles, notamment la sous-traitance. À l'audit initial, vous faisiez tout maison, vous ne faisiez pas appel à la sous-traitance. Depuis, ça a changé, vous avez des formateurs en sous-traitance. Donc, ça ouvre certains indicateurs. Donc, c'est bien de le savoir en amont. Matériel également, si vous avez des nouveaux locaux, un nouveau plateau technique, également des ressources humaines. Si le directeur qualité est parti, il y en a un nouveau qui est arrivé, donc qui va devoir reprendre un peu le Calliope en main. Donc, c'est des choses importantes à savoir, et notamment commercial également. Si vous ne faisiez pas du RNCP, vous le faites maintenant. Donc là, pareil, ça ouvre la porte à de nouveaux indicateurs. Et donc, c'est important de le savoir en amont afin de faire un plan d'audit réaliste. Et alors, quels sont les objectifs ici de l'audit de surveillance? Alors, l'objectif de l'audit de surveillance, c'est dans le titre, donc c'est de la surveillance, c'est pour vérifier que ce qui a été mis en place pendant l'audit initial, les exigences de Calliope, sont toujours en place. Donc, pareil, on va suivre le même principe que l'audit initial, on va échantillonner les formations et on va dérouler les indicateurs pour vérifier que c'est toujours en place. Une petite spécificité en plus pour les multisites. Il y a également l'audit de la fonction centrale qui est indéboulonnable. On est obligé de vérifier que la fonction centrale est toujours en place et permet le lien entre tous les sites et assure sa fonction. Exactement. Alors, Raphaël a déjà parlé de la durée tout à l'heure. Beaucoup d'audits sont aujourd'hui sur une durée d'une demi-journée. Je vous rappelle quand même que cette demi-journée, dès lors que vous avez un chiffre d'affaires de moins de 750 000 €, on peut être amené à faire jusqu'à 3 catégories. Il y en a assez peu. Et ça arrive 2, oui, c'est quand même, ça court pas les rues, mais il y en a quand même pas mal. Donc, ça veut dire qu'on va avoir entre 2 minutes 30 et 6 à 7 minutes par indicateur. Donc, c'est aussi pour ça que Raphaël insistait sur l'importance d'avoir accès au dossier et très facilement, parce que sur 5-6 minutes, imaginez lecture de l'indicateur, questionnement auditeur, réponse, observation et prise de note des éléments de preuve observés, les 5-6 minutes, voilà, ça ne fait pas beaucoup, c'est vrai, en sachant que la DGEFP début mai nous a bien confirmé que nous devions auditer l'ensemble des indicateurs et que nous ne pouvions pas nous affranchir de ne pas en regarder quelques-uns. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une course effrénée. C'est un peu comme le 400 haies. Qu'est-ce qu'on va auditer plus particulièrement alors, Raphaël? Alors, donc ça sera spécifique à chaque situation, j'ai envie de dire. Notamment si on a eu des non-conformités à l'audit initial, eh bien, lors de l'audit de surveillance, l'auditeur va vérifier que les éléments de réponse que vous avez mis, vos plans d'action, vous les avez bien appliqués, qui sont toujours mis en place, notamment pour les non-conformités majeures où on vous demandait des preuves de la mise en place. Eh bien, l'auditeur va vérifier que c'est toujours le cas. Comme on l'a dit plus tôt au niveau des évolutions, donc si vous faisiez du RGPD, forcément là l'auditeur il va aller regarder comment est-ce que vous gérez cette certification. Il y a également l'usage de la marque Calliope, la vérification du logo. Donc, à l'audit initial, vu que vous n'étiez pas encore certifié, ce n'était pas audité. Maintenant, on va vérifier comment vous utilisez la marque Calliope, où est-ce que vous la faites apparaître, est-ce que vous respectez les exigences de la charte graphique. Et également, comme on l'a dit aussi plus tôt, les indicateurs qui n'étaient pas audités à l'audit initial, notamment pour les personnes qui étaient nouvelles entrants, qui venaient de créer leur organisme et qui n'en avaient donc encore pas assez de matière, je dirais, pour faire un audit initial complet. Et là, maintenant, à la surveillance, il y a assez de choses à aller regarder. Et donc, on verra ces choses-là également. Alors, on va faire un grand saut, puisque Raphaël a évoqué l'utilisation du logo. On va sauter 2 slides pour aller sur la dernière, sur comment puis-je utiliser, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire ou éviter. Ici, allez sur un seul slide. Alors, le logo, c'est lequel, comment, que puis-je faire? Alors, le logo, donc c'est celui qu'on voit là en haut de la slide. C'est le logo Calliope, processus certifié avec le bandeau République française et la Marianne. Donc ça, c'est la dernière version du logo. Donc, enfin, je dis dernière version, mais elle est déjà en place depuis la fin d'année 2020. Donc, c'est celle-là que l'on doit utiliser.
Où est-ce qu'on peut le mettre? Alors, sur le site internet, hein, en page d'accueil, en pied de page, ou dans un onglet dédié, notamment qui sommes-nous, notre démarche qualité, nos certifications. Vous pouvez l'utiliser toujours en précisant les catégories d'actions certifiées. Comme on le voit dans le petit exemple, la certification qualité a été délivrée au titre des actions de formation. Et donc, vous mettez pourquoi vous êtes Calliope. Également, le catalogue où vous reprenez toute votre activité. Sur des diapos, si vous faites un appel d'offres notamment, vous pouvez faire une slide pour dire « Nous sommes certifiés Calliope » avec le logo qui va bien. Également, signature de mail, carte de visite, vous pouvez mettre le logo, mais attention, il faut mettre, donc comme c'est un logo plus petit, mais il faut toujours faire apparaître la mention catégorie d'action certifiée pour, et donc voilà, il faut jongler, que ce soit lisible. Et là où vous n'avez pas le droit de l'utiliser, c'est notamment tous les documents qui sont liés uniquement à une action de formation. J'imagine par exemple la plaquette de présentation de de la formation, prendre la parole en public par exemple, vous mettez la durée, le tarif, notamment pour l'indicateur 1 où vous mettez tous les éléments. Et ben, sur ce type de document, vous n'avez pas le droit de mettre le logo Calliope. Et donc, par extension, le devis de cette formation, on ne peut pas la faire apparaître, la convocation, le contrat, la feuille de présence, l'attestation de formation, attestation de réussite. En fait, tous les documents qui seraient liés uniquement à une action de formation, vous ne pouvez pas utiliser le logo Calliope. Voilà, donc c'était un petit peu un marche forcée sur la fin et nous en sommes navrés. Vous retrouverez bien évidemment tous les éléments et la présentation complète une fois que Benjamin aura travaillé là-dessus. Est-ce qu'on a encore quelques questions, Benjamin, en stock? Je vois qu'Alexandre est toujours là aussi. Très peu. On a une question sur le logo. Et on nous demande si on peut bien mettre le logo Calliope sur les contrats de sous-traitance. Normalement, le contrat de sous-traitance va malheureusement faire référence à une action spécifique. Vous pouvez inscrire que vous êtes certifié Calliope. Potentiellement, moi, personnellement, j'éviterais de le mettre sur un contrat de sous-traitance. Voilà. Ok. On sous-traite une action, en fait. Hein. Très bien. Sur cette deuxième partie du webinaire, c'est la seule question qu'on a eue. Et il en reste quelques-unes en stock sur le RGPD? Il nous en reste quelques-unes en stock sur le RGPD, si vous voulez qu'on revienne dessus. Allez, vas-y, une ou deux, et après, on libère tout le monde. On aura déjeuner. Ouais. Ok, très bien. Alors, on nous demande, un cas assez spécifique, des étudiants qui voudraient supprimer hors données légales leurs données. Est-ce que l'OF doit garder une trace de cela? Et que doit contenir finalement cette trace? Est-ce que c'est uniquement le nom de la personne ou plus? Voilà, ça c'est la première question que j'ai. Si je comprends bien la question, c'est une personne qui demande à l'organisme de formation de supprimer les données qui la concernent. Tout à fait. Supprimer. Donc là, c'est vraiment la suppression. On ne garde aucune trace. Pas besoin de garder un historique, du coup. Non, pas d'historique, on supprime. Très bien. La seule chose, il faut s'assurer que c'est bien la personne qui fait la demande. Oui. Parce qu'il y a des cas où c'est guéguerre entre mari et femme qui se font des petits coups comme ça de demander la suppression de leurs données. C'est du déjà vu. Donc, s'assurer de la personne que c'est bien celle qui demande la suppression. Très bien. J'ai une question qui revient assez fréquemment. On nous demande, alors en B2B, mais je pense que ça s'applique aussi en B2C, sommes-nous obligés de demander le consentement de la personne avant de lui envoyer un email dont le contenu lui permet de se désabonner? Donc, je présume que dans le footer, il y a un lien de désabonnement. Oui. Donc là, la question, c'est comment on a obtenu le mail de la personne? Comment il a été collecté? Dans quel but? Donc, moi, je ne recommande pas d'utiliser des adresses mail qui ont été collectées, par exemple, pour organiser une opération de formation et les utiliser sans avoir prévenu la personne au moment de la collecte que ça pourrait être utilisé pour un mailing. Ce que vous pouvez, donc, si vous ne l'avez pas fait en amont et que vous le faites là parce que vous en avez l'idée, il faut informer la personne en plus de la possibilité de se désinscrire. Très bien. Ok, très bien. Donc, après, c'est de la gestion du risque. Oui,
Mais il faut voir C'est ça, que mais les condamnations de la CNIL concernent quand même des questions de commerciales et de mailing. Donc, prudence. très bien. Alors, justement, en parlant de condamnation, sur la slide, justement, où on a présenté les différentes sociétés qui avaient encouru des risques plus ou moins élevés, on nous demande si la société Nestor a été condamnée ou pas. Alors, Nestor, c'était quelle affaire Il me semble que c'était l'affaire du mailing, justement, Oui. Ouais. de mémoire. Je vais te dire ça, Alexandre. Merci, Marc. Où sommes-nous? Hop, ici. Je vais me le remettre à l'écran pour moi, si ça veut bien s'ouvrir. Ok, ça va arriver normalement. Sinon, on va le repartager. Partager à l'écran. On est là. On est là. Hop, Nestor, allez, on doit être par là. Nestor envoie de courriel de prospection sur le consentement. Alors, de courriel, sans consentement des personnes concernées, sans informer correctement les personnes. Oui, alors, il y avait cessé une condamnation et la somme de mémoire, c'était pas extravagant, mais voilà, on n'était pas à 35 millions comme à H&M ou 3 millions comme Carrefour Banque, mais il y a eu une condamnation pécuniaire dans ce dossier, si je me souviens bien. D'accord. Eh ben, dans le chat, en fait, on nous précise que la condamnation, la société a été condamnée à 20 000 euros Voilà, d'amende. je savais que c'était Voilà. Et extravagant, oui, c'est sur le site de la CNIL. Voilà. qui est très très OK. bien fait, je recommande encore une fois. Très bien. On rajoutera bien le lien sur le support qu'on enverra d'ici fin de semaine, hein, à l'ensemble des inscrits à cette édition du webinaire. Une dernière question, Une, Benjamin? une dernière question. Allez, une dernière question. On nous demande, donc une question sur le DPO. Une personne qui a un statut d'indépendante, donc qui est seule, est-ce qu'elle peut elle-même être son propre DPO? Alors, normalement, le DPO est quelqu'un d'indépendant et le RGPD, dans l'article où il définit le DPO, il faut qu'il ait une certaine indépendance, une certaine liberté d'action. Enfin, il faut que ce soit quelqu'un de libre. Donc, pour moi, on ne pourrait pas porter les deux casquettes. Mais rien n'empêche, euh, certaines entreprises utilisent ce qu'on appelle des référents RGPD. Donc, ce n'est pas des DPO au sens du RGPD, mais ce sont des personnes qui font un petit peu le travail du DPO, mais ils ne sont pas déclarés à la CNIL comme doivent l'être les DPO. Donc, il D'accord. pourrait très bien Très être bien. référent de sa propre société. Merci Alexandre. Allez, Benjamin, on va laisser tout le monde. Alors déjà, un grand merci à Alexandre d'être intervenu auprès de nous. Vous aurez bien sûr, en tant qu'auditeur, bien, accès aux coordonnées d'Alexandre dans le support. Bon, après, Alexandre, nous, on sait qu'apparemment, on a du boulot, du travail sur la planche pour accompagner, puisque accompagnement, on devrait bientôt pouvoir, en tous les cas, le mettre en œuvre, a priori avec l'ISQ aussi, sur le côté RGPD. Donc, gardez les yeux ouverts à partir de la rentrée. Merci à Benjamin pour l'organisation et à Raphaël aussi, comme d'habitude, même si je lui ai un peu coupé le caquet aujourd'hui. Et en tous les cas, bien, on vous souhaite un très bel été. On aura plaisir à vous retrouver en septembre. Il y aura d'ailleurs une date sur la fin d'année avec un horaire de fin de journée, donc ce qui pourrait permettre à certains qui sont éventuellement dans les Antilles de nous suivre aussi et à d'autres personnes de nous retrouver également en fin de journée. Très bel été, belle poursuite et on vous dit au mois de septembre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bah,